Bienvenue dans Les Pépites de Paris-Saclay, le podcast qui vous plonge au cœur de la vie et de l'innovation d'un territoire d'exception. Ici, chercheurs, étudiants, entrepreneurs et habitants construisent chaque jour le futur déjà bien vivant à Paris-Saclay. Des histoires, des projets et des découvertes qui changent le quotidien. Vous êtes au bon endroit pour explorer les pépites qui façonnent notre monde. Un podcast animé par Sylvain Allemand. Dans cet épisode, nous recevons Nicolas Sabouret. Il enseigne à l'université Paris-Saclay et dirige la Graduate School Informatique et Sciences du Numérique. Cet épisode s'inscrit dans une série dédiée à l'intelligence artificielle, conçue à l'occasion du sommet pour l'action sur l'IA, qui se tiendra les 10 et 11 février à Paris. Nicolas Sabouret, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes professeur à l'université Paris-Saclay. Vous dirigez la Graduate School d'Informatique et Sciences du Numérique. On y reviendra. Et vous vous intéressez à l'IA depuis de longues années. Vous êtes aussi l'auteur d'ouvrages que je citerai tout à l'heure. On y reviendra parce que ça illustre votre volonté aussi de vulgariser cette question de l'IA. Mais auparavant, je rappelle que nous avons déjà réalisé un entretien et je vous en remercie encore. C'était il y a 1 an et demi. 1 an et demi, c'était hier. Mais en même temps, ça paraît très loin au regard du rythme frénétique avec lequel avance l'actualité de l'IA. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce que ce que vous m'aviez dit il y a 1 an et demi, vous pourriez le redire à la virgule près aujourd'hui? Je pense que ce que j'avais dit il y a 1 an et demi, j'espère que ce que j'avais dit il y a 1 an et demi pourrait être redit aujourd'hui à la virgule près. On pourra revérifier. Les auditeurs pourront le vérifier par eux-mêmes puisque cet entretien est en ligne sur le site de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Et c'est vrai que la recherche travaille sur des temps longs. Donc, en général, ce qu'on dit une certaine date, indépendamment de la frénésie actuelle autour de l'intelligence artificielle, reste quand même globalement vrai. Par contre, il est vrai que chaque mois apporte son lot de succès dans le domaine de l'intelligence artificielle, ce qui est très agréable pour les chercheurs du domaine parce que ça met en visibilité notre discipline. Et en même temps, notre rôle en tant que scientifique, c'est de garder les pieds sur terre, de ne pas s'emballer et de rester aussi prudent vis-à-vis des sirènes qui font rêver les gens et qui disent demain l'univers va changer grâce à l'intelligence artificielle. Je pense que l'intelligence artificielle est une révolution importante, mais ça ne fait pas le café non plus. Et voilà, ça reste une technologie qu'il faut apprendre à maîtriser, qu'il faut encadrer, qu'il faut savoir développer intelligemment. Vous avez évoqué l'inscription de vos recherches dans le temps long. Ça fait plusieurs années. Vous êtes jeune, mais ça fait quelques décennies que vous vous intéressez à l'intelligence artificielle. C'est la force finalement de l'université qu'il faut rappeler, là où d'aucuns en rappellent la faiblesse, considèrent que la recherche universitaire est complètement dépassée par la toute-puissance des plateformes numériques. Et vous tenez un autre discours, vous dites peut-être, mais notre force, c'est de poursuivre les recherches dans la durée. Et vous-même, vous vous êtes intéressé à l'intelligence artificielle à des périodes où on ne s'y intéressait plus, où les investisseurs n'y investissaient plus. Alors c'est tout à fait vrai. Pendant 30 ans à peu près, je dirais de 1985 à 2015 environ, il y a eu une grosse baisse d'investissement. Alors, c'est pas régulier évidemment, mais de la part des acteurs privés. Les gens ne croyaient plus à l'IA après la période frénétique des années 70, qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaît actuellement. Ça fait partie des dangers aussi. Quand on s'excite un petit peu trop, après le soufflet peut retomber d'autant plus vite. Et pendant toute cette période, les universités ont continué à faire leur travail de recherche sur le temps long pour développer des nouveaux algorithmes, de nouvelles méthodes qui ont permis ensuite d'avoir les découvertes qu'on connaît aujourd'hui et qui font le succès de l'IA actuellement. L'intelligence artificielle a eu cette période un petit peu moins faste par le passé et effectivement j'ai démarré mon activité de recherche dans ce domaine à une période où on ne disait pas trop qu'on faisait de l'intelligence artificielle, donc ça faisait pas très très sérieux comme discipline. Mais à l'université, on n'est pas là pour être sérieux, on est là pour faire des choses qui sont intéressantes et utiles pour la société. Mais en tout cas, c'était important et ça vous a permis de vous tenir prêt pour affronter l'intelligence artificielle telle qu'elle a été relancée ces toutes dernières années. Vous êtes, je l'ai dit, directeur de la Graduate School et c'est notamment dans ce cadre-là que vous poursuivez vos recherches, vos réflexions sur l'IA. C'est la Graduate School d'Informatique et des Sciences du Numérique. Est-ce que vous pouvez rapidement rappeler le principe de ces graduate schools pour commencer ?
Bien sûr, Paris-Saclay, c'est un gros paquebot, avec plein d'opérateurs, 14, 17, ça dépend comment on compte, mais voilà, beaucoup d'opérateurs. C'est un paquebot où chaque opérateur dispose de sa paire de rames, et donc si on veut que ça fonctionne, il faut que tout le monde rame dans le même sens. Et l'idée géniale qui a été faite au moment de la création de Paris-Saclay, c'est de dire, pour que ça marche, on va créer des structures qui seront transverses à tous les établissements, par discipline, et qui essaieront de coordonner l'activité de recherche et de formation des différents établissements. Donc par exemple, pour tous ceux qui font des sciences du numérique, pour ce qui me concerne, faire en sorte que le travail des laboratoires, le travail des formations soit cohérent d'un bout à l'autre des 11 établissements, dans le cas qui me concerne, de l'Université de Paris-Saclay qui sont dans ce domaine. Donc ça, c'est le rôle des graduate schools. Il y en a une en mathématiques, il y en a une en physique, il y en a une en chimie. Donc par discipline, on essaye de coordonner l'activité, sachant qu'on ne retire en rien les prérogatives des établissements, qui sont ceux qui emploient, qui décident comment conduire leur politique, mais on est là pour faire parler les acteurs et faire en sorte que tout le monde arrive à avancer dans la même direction. Et ça marche plutôt bien. Voilà. Et tout en préservant, vous l'avez dit, l'identité, l'histoire des établissements impliqués. C'est-à-dire que chacun vient avec sa culture, son histoire dans son rapport à l'intelligence artificielle ? À l'intelligence artificielle ou aux différentes disciplines en question. Et on sait bien qu'en France, il y a une différence de culture entre les universités et les écoles d'ingénieurs, par exemple, mais c'est le cas aussi entre les universités, les écoles et les opérateurs de recherche comme le CEA ou l'ONERA. Et donc chaque acteur a sa culture, a ses objectifs, a ses moyens qui sont parfois très variables, et on essaye de faire en sorte que, malgré tout, les gens se connaissent, se comprennent, s'écoutent, et travaillent ensemble pour développer ensemble la recherche de demain dans les différents domaines du numérique, dont fait partie aussi l'intelligence artificielle, mais pas uniquement l'intelligence artificielle, bien sûr. Alors, pas uniquement, mais néanmoins, pourquoi ne pas l'avoir affiché dans l'intitulé de la Graduate School que vous dirigez ? Je l'ai rappelé, c'est la Graduate School d'informatique et sciences du numérique. Pourquoi ne pas avoir affiché l'intelligence artificielle ? Alors, c'est une très bonne question, mais le choix qui avait été fait à l'époque, et qui, je pense, est un très bon choix, a été de considérer que l'intelligence artificielle ne pouvait pas que rester dans une seule discipline. Et de fait, on sait que les contributions fondamentales en intelligence artificielle se situent en informatique, mais aussi en mathématiques et aussi en ingénierie. Et donc l'idée d'avoir quelque chose d'un peu plus transverse et de créer un étendard derrière lequel tous ceux qui faisaient de l'intelligence artificielle allaient pouvoir se rallier a conduit il y a quelques années à la création et la refondation de l'Institut Data-IA, qui est donc l'opérateur de l'Université de Paris-Saclay pour toutes les questions d'intelligence artificielle. Et voilà, donc c'est dans le cadre de Data-IA que se déploient plus précisément encore vos recherches, les réflexions aussi sur la formation, sur les enjeux éthiques de l'IA. Exactement. Tout ce qui concerne l'IA, la Graduate School le fait avec Data-IA, et je dirais même c'est plutôt Data-IA qui le fait avec les Graduate Schools et avec les différents opérateurs. Voilà, avec l'ensemble des Graduate Schools, parce que comme on l'imagine, cette IA finalement, et vous l'avez amplement déjà suggéré, est transverse, concerne finalement tous les champs de recherche et de formation. Oui, alors aussi bien au niveau fondamental qu'au niveau appliqué. Ça, c'est quelque chose que les gens ont parfois du mal à imaginer. L'intelligence artificielle doit être développée par des chercheurs qui travaillent à construire les algorithmes de demain, et ça va plutôt venir des disciplines comme les mathématiques et l'informatique. Mais dans le même temps, il y a de nombreuses disciplines, de plus en plus de disciplines qui utilisent l'intelligence artificielle pour renouveler la manière dont ils font leurs propres études. On peut parler des physiciens, des mécaniciens, des chimistes. Le prix Nobel de chimie cette année a été donné à des chercheurs qui ont développé les algorithmes pour le calcul des configurations de molécules. Et donc on voit bien que ce mariage entre l'informatique et l'intelligence artificielle et les autres disciplines, c'est aussi quelque chose d'important. Et c'est ça que porte Data-IA. Ce n'est pas seulement développer de l'intelligence artificielle pour elle-même, mais le développer aussi pour les autres disciplines qui vont s'en servir dans leurs propres travaux de recherche. Les auditeurs qui aimeraient en savoir plus sur Data-IA, je les invite à écouter l'entretien que nous a accordé son directeur Frédéric Pascal. Revenons-en avec vous à la Graduate School que vous dirigez pour vous interroger peut-être sur le devenir des étudiants que vous suivez. Est-ce que vous les destinez forcément à la recherche ou est-ce qu'ils sont destinés à d'autres secteurs et si oui, lesquels ? Alors, en informatique, le secteur privé est extrêmement attractif en ce moment, plus je pense que dans
toutes les autres disciplines, peut-être à l'exception de l'ingénierie, où il y a vraiment une grosse demande aujourd'hui dans le privé pour des experts en informatique, alors en intelligence artificielle, mais en sciences des données plus généralement, en réseau, en système, enfin dans toutes les couches de l'informatique. Et du coup, on n'a aucun problème pour placer nos étudiants, c'est même plutôt le contraire. On a du mal à retenir nos étudiants à l'université. Chez nous, la Graduate School a pour mission d'essayer de développer, au-delà des 10-15% qui est plutôt le taux actuel, la part d'étudiants qui décident de rester pour faire de la recherche. D'autant plus que la recherche, la thèse n'a pas une très bonne presse en France. Ça, c'est un peu une exception française qui est regrettable. Dans la plupart des pays, le diplôme le plus haut et le plus reconnu, c'est bien la thèse. En France, on a tendance à s'arrêter plutôt à Bac+5. Et c'est un petit peu dommage parce que beaucoup de nos dirigeants n'ont pas vu ce que c'était que l'univers de la recherche. Même si la thèse n'est qu'un aperçu de 3 ans, c'est quand même un moment d'apprentissage où on découvre un petit peu ce que c'est que ce milieu de la recherche. Et je pense que ce serait très bénéfique au pays qu'il y ait plus de dirigeants, de décideurs qui soient effectivement passés par la thèse. Bref, c'est comme ça, on ne va pas changer la société juste avec un podcast, mais c'est dit. Mais avec 2 podcasts, puisque je renvoie cette fois-ci à l'entretien que j'ai réalisé avec Bernard Monnier, acteur essentiel de l'écosystème de Paris-Saclay et qui œuvre justement au rapprochement entre le monde industriel et le monde de la recherche doctorale. Encore un mot sur la Graduate School. Un des enjeux, c'est aussi de former les étudiants aux nécessaires, aux inévitables évolutions des métiers qu'ils seront amenés à exercer. Est-ce que c'est un point sur lequel vous souhaitez revenir ? C'est tout à fait vrai, et je pense que ça, c'est une des forces de l'université. On disait tout à l'heure, les universités, elles sont pas très fortes, elles sont dépassées, elles n'ont pas de moyens. Alors, elles sont dépassées, c'est complètement faux, elles n'ont pas de moyens, c'est vrai. Enfin, elles ont moins de moyens qu'en tout cas certains acteurs privés. Mais la force de l'université, c'est de préparer les gens qu'elle forme sur du temps long. Donc, nos étudiants, on leur apprend pas juste à utiliser la dernière techno à la mode, comme on trouve beaucoup, malheureusement, de formations privées qui le font aujourd'hui, mais on essaie de les préparer pour que dans 20 ans, quand les nouvelles révolutions de l'informatique arriveront, et ça sera l'intelligence artificielle, mais ça sera peut-être l'informatique quantique, ça sera peut-être la cybersécurité, ça sera peut-être d'autres manières de faire des bases de données, d'autres manières de faire des réseaux de télécommunications, et on essaye vraiment de préparer nos étudiants dans tous ces domaines à découvrir, apprendre et s'adapter à ces futures révolutions dans 10, 15, 20 ans, s'il le faut. Et ça, je pense, c'est une fierté de l'université française qu'il faut mettre en avant. D'ailleurs, avant d'en venir à l'événement qui va se dérouler sur le plateau, puis comment à Paris, je veux parler du sommet pour l'action sur l'IA. Un mot sur ces étudiants. Est-ce qu'il y a un suivi de ce qu'ils deviennent ? On reproche aux universités de ne pas avoir toujours une culture des alumni. Qu'en est-il de votre Graduate School ? Est-ce que vous avez déjà suffisamment d'informations sur ce qu'ils deviennent, leur parcours professionnel ? Alors, on en a encore trop peu, mais c'est effectivement quelque chose qui s'est développé quand Paris-Saclay a été fondé, fort aussi de l'expérience qu'ont les opérateurs écoles d'ingénieurs dans l'université, mais aussi parce que c'était une volonté de cette nouvelle université. On a commencé à mettre en place des systèmes pour le suivi des anciens étudiants, avec des événements organisés spécialement, des prises de contact, des sondages qui sont envoyés pour avoir des informations sur le devenir des étudiants. C'est ce qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, nos étudiants avec un master d'informatique sont à 99% tous employés, soit dans le public, soit dans le privé, selon les carrières qu'ils ont choisies. Et ça, c'est quelque chose qu'on va continuer de développer avec de plus en plus d'événements en direction des alumni. Très bien. Venons-en au sommet pour l'action sur l'IA qui se tiendra donc les 10 et 11 février prochains à Paris, qui sera précédé d'un événement à Paris-Saclay, un colloque organisé à l'école polytechnique sur le thème intelligence artificielle, sciences et société. Quelles sont vos éventuelles attentes dans ces 2 événements ? Alors, je pense que sur l'événement parisien, il y a un enjeu qui est la manière dont l'État s'empare de ces questions d'intelligence artificielle. On peut rester dans le discours misérabiliste qui est celui qu'on a beaucoup tenu. Les universités n'ont pas les moyens des acteurs privés, la France ne pourra jamais concurrencer Google, etc., qui sont des réalités sur certains points. Évidemment, on n'a pas tout à fait les mêmes moyens que les acteurs américains, et puis on n'a pas la même culture, et on n'a certainement pas la même envie qu'eux. Et je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Je pense que l'Europe a un potentiel énorme pour innover, pour créer des choses nouvelles sur des champs qui ne sont pas ceux aujourd'hui explorés par les grands acteurs de l'IA, les GAFAM, qui mettent énormément de moyens sur la table, mais dans des domaines très spécifiques de l'intelligence artificielle, en gros le traitement des données de masse. Je pense que nous avons la chance en Europe d'avoir plein d'universités et de petites entreprises qui ont développé d'autres techniques, d'autres outils, d'autres approches, et je crois que c'est ça
que l'Europe doit soutenir. Et pour ça, il faut que la France, donc l'État français, soit aussi un peu fer de lance dans le soutien à cette activité pour une IA différente. Alors, vous êtes très clair, en tout cas, j'espère que les auditeurs vont partager cette impression, toujours très précis. Ça témoigne chez vous d'une volonté de rendre accessibles les réflexions des chercheurs, les résultats de recherche, les enjeux de formation, dans une démarche de vulgarisation qui s'est traduite chez vous par la publication de livres sur l'intelligence artificielle. Le premier, Comprendre l'IA, paru en 2019 aux éditions Ellipse, et puis le second, L'intelligence artificielle n'est pas une question technologique, publié en 2022 avec un collègue, Laurent Bibard, c'est bien ça, philosophe. Et alors je renvoie mes auditeurs à la lecture de ces ouvrages. Je saisis l'occasion de ce podcast pour vous interroger plutôt sur les enjeux de la vulgarisation à l'heure dans quelle mesure, dans le contexte de l'IA, c'est à vos yeux indispensable. Je pense que la vulgarisation en IA a été bien faite et elle était indispensable il y a une demi-douzaine d'années, quand l'IA a commencé à vraiment exploser dans la vision qu'en avait le grand public, pour éviter de retomber dans les travers qui ont conduit à l'hiver de l'IA précédemment. Il fallait expliquer aux gens que l'IA n'est pas de la magie, que ça a certaines limites et certaines possibilités, certaines capacités, et arriver à détacher le grand public de cette fascination, positive ou négative, qu'on voit vis-à-vis de la technologie en général et de l'IA en particulier. Et c'était un peu le but de mes propos, et j'ai pas été le seul, d'autres collègues que vous avez interrogés ont participé à cet effort de vulgarisation en France, et d'autres collègues à l'international. Je suis pas sûr que tout soit accompli, mais on voit que quand même, auprès du grand public, il y a une compréhension de plus en plus précise de ce que c'est que cette nouvelle technologie de l'intelligence artificielle telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est positif. Donc j'essaie de continuer cet effort. Et dans le livre que nous avions écrit avec Laurent Bibard, nous étions sur cette idée qu'il faut sortir de cette opposition entre technophobes et technophiles, et cette idée que l'intelligence artificielle pourrait seule ou de manière autonome résoudre certains problèmes contre les humains ou à la place des humains, et ramener au centre du débat les questions politiques et les questions sociales dont seuls nous, les humains, pouvons nous emparer pour les résoudre et pour lesquels l'intelligence artificielle n'est qu'un outil. Pour clore cet entretien, si vous m'y autorisez encore une question, je me demandais en vous écoutant si cette appétence pour la vulgarisation que on observe chez plusieurs de vos collègues, et c'est tant mieux, on attend des chercheurs qui nous éclairent sur des enjeux en général et l'IA en particulier, mais en vous écoutant, je me demandais si dans votre cas, cette inclination à la vulgarisation ne venait pas aussi du fait que vos recherches, vous les avez menées principalement autour des rapports, des interactions humain-machine. Est-ce que ce champ-là n'incline pas à être tout particulièrement sensible à vulgariser un enjeu comme l'intelligence artificielle, ne serait-ce qu'en rappelant que toute artificielle qu'elle soit, elle ne peut pas se concevoir indépendamment d'une intelligence humaine. Je suis en train de faire des questions et des réponses, mais c'est à vous de réagir, Nicolas Sabouret. Non, alors je suis d'accord avec ce que vous avez dit. L'intelligence artificielle ne peut pas être conçue sans le rapport à l'humain. Et quand je disais tout à l'heure que c'est des sujets sur lesquels l'Europe et la France en particulier peuvent avoir une longueur d'avance sur les grands acteurs américains ou chinois, je le pense vraiment. Nous avons des équipes très très fortes sur ces questions d'IA explicable, d'IA hybride, d'interaction humain-machine avec de l'IA, qui nécessitent d'être soutenues et d'être encouragées à l'université, en France et auprès d'acteurs privés. Donc ça, je pense que c'est vraiment très très important. Par ailleurs, le lien avec la vulgarisation, j'espère qu'il n'est pas nécessaire d'être chercheur en IHM pour vouloir vulgariser, sinon ça serait un petit peu embêtant. Donc je pense que c'est plutôt le contraire. J'ai une certaine appétence pour l'humain, et c'est ça qui m'a conduit d'une part à aimer vulgariser, et de l'autre à m'intéresser à l'interaction humain-machine. Merci beaucoup Nicolas Sabouret. De mon côté, je n'attendrai pas, si vous m'y autorisez, 1 an et demi pour renouveler l'exercice. Merci à vous. Merci Sylvain. Vous venez d'écouter Les Pépites de Paris-Saclay, un podcast produit par l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de l'innovation, de la recherche et des talents qui transforment le quotidien. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir une nouvelle pépite de Paris-Saclay.